cette dernière partie de colloque avec Madame Rapoport. Ben alors et donc du coup, qui nous fait la gentillesse de conclure avec... J'en parle un peu tout de suite de la demande qu'on vous avait fait au départ, et puis ça vous permettra de les réexpliquer aussi. Je commence à dire ce que vous m'avez proposé au départ, si vous le voulez bien. Oui. Et comme ça, vous remerciez. Mais si vous voulez continuer, continuez. Non, allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Oui, vraiment, je tiens beaucoup à vous remercier, Cyril, parce que quand vous m'avez fait une première proposition, cette proposition-là n'a pas été retenue par moi. Alors, je voulais quand même la partager avec tout le monde parce qu'il ne faut pas y renoncer. Alors, voilà exactement comme ça, je vous cite, et je ne le déforme pas. Vous pourriez intervenir sur la thématique 2 points. Étant donné le très jeune âge des publics pris en charge, publics, c'est-à-dire les enfants, enfin, ça, etc., cela peut induire un genre d'immaturité et ou une infantilisation des professionnels. Nous vous proposons d'intervenir sur ce dernier thème qui nous tient particulièrement à cœur en tant que syndicat. Ouh là 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 là, je me suis dit, moi, traiter mes collègues d'infantilisation de leur travail et de leur tout ça et tout, c'est pas bien traitant. Ah, eh ben voilà, c'est ça que je vais traiter. C'est de la bientraitance. Alors, on n'en a pas discuté. Il m'a laissé complètement, hein. Faut dire ce qu'il y est. Mais il ne faut pas renoncer à ça. Sauf que ça ne peut pas être... Alors, pourquoi j'ai refusé? C'est parce que ça ne peut pas être cette observation de l'infantilisation dont je suis un témoignage alors parfait. Vous vous rendez compte, j'ai 87 ans. J'ai pas l'air... Je fais un peu bébé quand même. Eh bien, je ne suis pas très adulte. Alors, il a totalement raison. Mais je ne le traiterai pas dans les problèmes de la santé des professionnels. C'est une approche quand même assez psychanalytique, même si nous sommes avant tout dans l'approche des psychologues, parce que l'infantilisation que peut provoquer pour nous ce public si petit, c'est quand même celui de l'amnésie infantile. C'est parce que nous ne nous souvenons pas de nos 3 premières années de notre vie que c'est passionnant de parler de cette identification à l'infantilisation. En tant que psychologue vraiment représentant la psychologie développementale, qu'est-ce que c'est ce développement des 3 premières années de la vie? Mais je ne peux pas faire l'impasse sur le fait que nous ne nous en souvenons pas consciemment et qu'elle va nous marquer jusqu'au soir de l'existence. Et là, Winnicott. Alors, on va retrouver tout de suite le trait d'union de bientraitance, dont vous semblez tout ignorer pourquoi il y a ce trait d'union, et dont je découvre tous les jours le génie qu'a eu vraiment le comité de pilotage de l'opération pouponnière d'accepter cette orthographe, qui était pour moi à l'époque pas du tout source de sens. Elle était pour qu'on me foute la paix. C'est-à-dire qu'on n'en fasse pas un slogan, qu'on n'en fasse pas un « bon, Madame Bientraitance », bon, j'avais été l'humanisation de la pédiatrie, j'avais été plein de choses comme ça, etc. On passe là-dessus, c'est acquis, c'est terminé. Mais quand même, Bientraitance et ce trait d'union, ça méritait de dire pourquoi. Alors, on va parler quand même, dans le cadre de cette journée de la santé, de quelque chose qui va compléter l'introduction d'Arnaud de Roho, qui, lui, en parlait vraiment
au niveau du concret, enfin de tout ce que vous avez entendu ce matin. Et je vais un peu le théoriser historiquement en donnant un corps à tout ce qu'il a dit, de réflexion d'une cinquantaine d'années, parce que nous y sommes actuellement. Il y a un retour de ce que nous avons vécu dans les années 60, 70. Et s'il y a ce retour et ces répétitions dont on a parlé ce matin avec la mort en Belgique de cet enfant et ce qui nous est arrivé aussi dans le même temps ici, et il ne connaissait pas ce texte, son fondateur des événements de mai 68 dans les crèches, c'est la mort de l'enfant de la crèche du Pont-Blanc. Alors, je crois que c'est important de montrer qu'on n'a pas assimilé quelque chose et que si on le répète et que ça réinterroge vraiment quelqu'un d'aussi important, enfin enfin pour moi, enfin que Arnaud Dereau ou que le professeur belge qui est venu tout à l'heure, c'est que c'est pas réfléchi. On a refoulé complètement. On ne veut pas parler de ça. Et parlons-en. Mais on va en parler, puisque vous m'y avez autorisé, d'une façon bien traitante, mais pas mièvre du tout. Qu'est-ce que c'est cette orthographe? Et d'où est né ce néologisme, puisqu'il n'existait pas dans la langue française? C'est très intéressant, parce qu'il est né du burn-out. Et le mot burn-out, à l'époque, n'existait pas en français. C'est le découragement, c'est vraiment la dépression, l'écœurement des professionnels. Mais dans le burn-out, il y a le feu, il y a l'incendie, il y a qu'on est cramé par ça. Et nous, on en a fait quelque chose de très doux. On est burn-outé, on est découragé, mais non, c'est une révolte, le burn-out. Alors je me suis dit quand même que c'était important de redire que c'est né, le mot bien-traitance, d'un ras-le-bol, d'un burn-out. On va voir comment a été lancée l'opération pouponnière, et ça donne un sens à la recherche aussi de l'île, tout ça, etc. Et on va s'apercevoir que ça a déclenché un comité de pilotage au ministère qui ne se reproduira plus, qui a été unique. D'abord, le mot comité de pilotage a été inventé à ce moment-là, pas par moi. Je suis incapable d'inventer un mot comme ça, moi, de toute façon. Mais voilà. Mais en tout cas, ça a été suivi par tout le monde. Sauf que les comités de pilotage durent 6 mois. Et le nôtre a duré 22 ans. Et la personne qui s'en est occupée, nous venons de fêter il y a 2 mois le centenaire de la vie de Geneviève Appel. Elle a 101 ans maintenant. Et en fait, c'est elle qui a dirigé avec moi-même pendant 20 ans ce comité de pilotage. C'est-à-dire que ça réunissait 2 associations antinomiques dont on a fait des ennemis, parce que la France a toujours besoin que quelqu'un s'oppose à quelqu'un d'autre. Et nous, on ne s'est pas opposés, on s'est posés. Qui ont Amy Pickler, le maternage insolite, et Janine Lévy, et Daniel Rapoport, l'éveil du tout petit. Et ça a très, très bien fonctionné. Mais ça, personne ne le sait. Tout le monde continuait à... du moment que c'est le maternage insolite, ça ne peut pas être l'éveil du tout petit. Moi, j'avais autre chose à faire que de me mêler de ces règlements de compte. Et Geneviève Appel aussi. Et ça nous fait bien rire maintenant qu'on se retrouve tous autour des mêmes combats qui sont les vôtres. Alors, vous allez voir que ce n'est pas dépassé.
Burn-out, je pense qu'il faut quand même que vous gardiez, dans ce mot de découragement, la dimension de la révolte. Hein, parce que sinon, on crame. Et puis, la définition n'existe toujours pas de bientraitance. Alors, on a essayé avec Bernard Gols, qui a préfacé mon livre à l'époque, vous le retrouverez plus, mais on le reprend avec toute une série enfin, de 20 correspondants. Donc, dans ce livre ici, qui est à 10 € si vous en avez envie, parce que j'ai eu un lot formidable de mon éditeur qui s'est épuisé. Voilà. Alors, Bernard Gols a dit il faut quand même, les gens ont besoin d'une définition. On ne va pas le définir, Daniel, mais laissez-moi dire ce que c'est dans la préface. Et il le dit. Alors je le reprends moi dans la conclusion. La bientraitance, c'est une manière d'être en relation avec l'autre, dans le respect de l'autre et de soi-même. Vous ne pouvez pas être bientraitant avec l'autre si vous ne vous sentez pas bien traité. Et ça, c'est très important, donc reconnu dans ce que vous faites. Et à ce moment-là, on n'est pas dans des obligations ouvertes dans l'enfant, on est dans ce que Janine Lévy appelait le plaisir partagé. Plaisir, il y a encore des gens que ça choque. Boudu, quand même. Enfin bon. Alors voilà, ce respect transforme nos manières de faire, d'agir, d'accueillir, de dire, de décider. Ça, c'est tout ce que j'ai rajouté en 50 ans. Il y a eu d'abord les manières de faire, puis après de dire, Dolto, évidemment, mais Janine Lévy, dire le handicap, dire une maladie à l'hôpital, hein, dire une leucémie, dire un cancer à l'âge adulte, etc., etc., d'accueillir, alors tout à coup le mot accueil est sorti, de décider, et actuellement on y est, voire de légiférer. Légiférer, je ne suis pas sûre que si on fait autant de circulaires et de rapports qu'on est en train d'en faire, eh ben je me souviens qu'en salle de garde, quand j'arrivais et qu'il y avait eu quelque chose qui n'allait pas, au rapport, je ne peux plus supporter les rapports. Je ne peux plus supporter les circulaires, elles ne circulent plus. Alors, on va voir un petit peu la suite. Ben, la suite, c'est que tout a commencé quand même en mai 68. Mais si ça a commencé en mai 68, c'est parce qu'il y avait déjà des petites choses avant, vous pensez? Voilà. À aujourd'hui, ben, en mai 68, les puéricultrices, ce n'est pas les psychologues, les psychiatres, ceux qui nous gouvernaient tous, c'est les puéricultrices qui ont inventé le mot de mode de garde à des lieux de vie, induit sans le savoir peut-être par tout ce qui circulait en mai 68, par Françoise Dolto qui était assise par terre. Je l'ai connue comme ça, parce qu'on habitait à côté l'une de l'autre, mais on ne le savait pas. Et je ne savais pas trop qui était Françoise Dolto. Elle était où? À la Sorbonne, dans la crèche sauvage, pour que les parents puissent manifester. Ben, les étudiants avaient créé une crèche sauvage, et on y allait tous, et les parents arrivaient, et elle a dit qu'elle n'a jamais vu un lieu aussi thérapeutique pour des enfants et des parents. Cette citation, elle l'a fait en 72. Personne ne l'a repris, et pas elle. Alors je me suis fâchée, et je lui ai dit, mais enfin, madame, redites-le tout ça. Redites-le. Ce que... Oh, ça sera vous, ça sera vous. Alors ça a été moi, mais j'étais très fâchée, et ça a été surtout vous, et les puéricultrices, et tout ce qui s'est passé après mai 68. Alors, ce qui s'est passé, c'est ça. Il m'a montré comment y allait le monsieur. Comment j'y vais déjà? Ah non, ça y est, ça marche.
Voilà. Alors c'est Antoine. Il y a la canicule à Paris. Oui, déjà, en plein été, dans une crèche. Alors on les met tout nus, parce que c'était mai 68, ou juste après, qu'on s'en foutait complètement. Et il va y avoir la motricité libérée de Janine Lévy. 7 ou 8 ans avant le maternage insolite, ça n'a vraiment rien à voir, effectivement, avec Amy Picler. Mais bon, elles se complétaient tellement toutes les deux. Elles se sont rencontrées, et mon chef de service me dit qu'est-ce qu'elles se racontent. J'ai dit des histoires de mères juives. Et effectivement, elles ne se parlaient pas du tout du travail. Alors tous ces gens qui nous opposaient, mon Dieu. Alors vous allez voir comment il fait. C'est un enfant qui était en pleine dépression, son papa était parti et divorçait. Et voilà. Il va très bien, la crèche l'a sauvé, en supplément, en le prenant en plus, parce que la maman était proche du suicide. Pas magnifique? Voilà. On doit... Alors, pourquoi je vous le montre? Eh bien, il y a 3 ans, j'ai montré ce film dans un colloque, et à la fin du film, une puéricultrice s'est levée et m'a dit: « Oh, mademoiselle Rapoport, cette crèche est merveilleuse. » Je n'avais pas parlé de mai 68, je n'avais pas parlé de tout ça et tout. Attendez, j'arrête, voilà. Et elle me dit: « Mais je veux y aller dans cette crèche, il faut absolument que je fasse pareil. Où est-ce que c'est ?» Ben, je dis: « Ils ont quand même 40 ans maintenant. » Elle ne s'autorisait pas encore à les mettre tout nus et à ce qu'ils montent sur des tables. Voilà. Alors ça, voilà, il y a eu un fou rire, mais alors qui a gagné toute la... Alors je me dis, ben, je vais le remontrer. Voilà. Alors arrive à ce moment-là mon hommage parce que je crois qu'il faut quand même revenir à rendre à César ce qui appartient à Janine Lévy, à savoir tout ce que vous voyez ici, et surtout, le gros ballon, l'éveil au monde, etc. Et je vous conseille alors le livre qui vient de sortir d'une de ses élèves, Edith Lorenz, un tout petit livre merveilleux, L'éveil du tout petit, support de bientraitance à chronique sociale, dans la même collection qu'Arnaud de Roho. Alors, en fait, c'est parce que si ça a bougé comme ça, c'est parce que Janine Lévy s'occupait d'enfants handicapés moteurs, très, 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 très atteints. C'était une kinésithérapeute. Et elle était venue dans une crèche pour une petite fille qui avait une luxation de la hanche. À l'époque, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des luxations de la hanche. Maintenant, ça a pratiquement disparu parce qu'on fait ce qu'il faut avant. Et donc, elle a été la première à pouvoir faire accepter aux directrices de crèche et les médecins de chef de la PMI vous ont suivi les psychologues qui commençaient, toute l'équipe de psychologues, à travailler donc dans la PMI de Paris, à accepter des enfants porteurs de handicap. Ça s'est appelé l'intégration. Alors maintenant, comme il faut changer les choses, n'est-ce pas? Ça s'appelle l'inclusion. Comme si on était inclus. Pour ne pas être exclu, il faut être inclus. Non, mais vous savez, ça ne va pas la tête dans la macronisation là-dedans. Je crois qu'il faut arrêter ça. Enfin, c'est ni inclus ni exclu maintenant. C'est n'importe quoi. Alors non, voilà. Donc, ce film montre le premier pas de cette petite fille. Et puis là, vous avez quelque chose d'extraordinaire. C'est un petit film. Mais vous pouvez voir tout ça sur Internet. C'est l'enfant porteur de handicap, 3 enfants en crèche. Un bébé trisomique, un bébé aveugle. Et donc là, vous voyez un bébé aveugle. Alors, ce bébé aveugle, je vais vous montrer le film parce que on fait des petits films pour Noël dans cette crèche.
J'étais complètement débordée à l'époque, mais les auxiliaires donc m'aidaient à faire avancer les choses. Sa maman arrive et le papa s'était jeté par la fenêtre en apprenant que son petit garçon était aveugle. Il n'était pas mort, mais la maman avait dû reprendre son travail. Et donc cette crèche a accepté ce bébé aveugle. Et vraiment, je dois tout à l'auxiliaire que vous voyez. La maman arrive et il reconnaît son pas. Et il a cette réaction qu'à l'époque, on ne comprenait pas, de pas tout de suite vouloir aller avec sa maman ou son papa. Et en fait, j'ai compris, grâce à des psychanalystes qui regardaient mes films, tout ça et tout, que c'était trop émotionnant pour cet enfant de retrouver sa maman, tout ça et tout, mais qu'en fin de compte, il fallait pas, parce qu'on se demandait si la maman était pas maltraitante. Pourquoi cet enfant voulait pas aller avec elle, tout ça et tout. Et il y a eu toute une formation de vous, enfin des professionnels des crèches, tout ça, et je me rends compte qu'elle est à nouveau à faire, parce qu'on est tout de suite interprétative dans quelque chose de négatif, alors qu'en fin de compte, c'est pour ça que je vous montre ce film. Il est extraordinairement clinique. Et en fin de compte, il va aller avec elle. Et on va s'apercevoir que ce petit enfant voit. Il a des résidus visuels et on va pouvoir déclencher au niveau de tous les services d'ailleurs de pédiatrie en France, au niveau de la cécité, ce qui est maintenant totalement dépassé à l'époque, enfin maintenant on sait parfaitement traiter et diagnostiquer les résidus visuels. Vous imaginez ce qu'on doit à cet enfant, cet auxiliaire et ce film. Mais grâce au premier CAM, c'est à Janine Lévy. Donc, faut rendre à César ce qui appartient à César. Et là, il n'y a pas encore bientraitance, alors que c'est tellement bientraitant. Mais je travaille à ce moment-là beaucoup avec René Clément, donc, qui va faire toute la formation des psychologues de l'ANAPSI, mais qui va décéder très très vite, donc d'une maladie très très grave malheureusement. Il aura le temps de faire enfants en souffrance, puis parents en souffrance, et que nous puissions travailler avec Françoise Dolto. Alors là, on va donc être dans toute une action, enfin autour de tout ce qui se fait, enfin au niveau du handicap, au niveau de la motricité libérée, et le ministère nous propose d'aller le faire, non plus dans les crèches, mais dans les pouponnières. Et nous allons aller au dépôt, car ça s'appelait comme ça, le dépôt de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Et les dépôts de l'ASE, les dépôts, on allait au dépôt pour les enfants donc, dont les parents n'étaient plus garants. Et c'est Simone Veil qui a interdit d'appeler ça des dépôts. Donc ça ne s'est plus appelé des dépôts. Mais à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et donc, alors je ne sais pas là si je vais pouvoir... Oui, voilà. Alors nous allons montrer des extraits de ce film à Simone Veil, et que les enfants n'ont pas de nom, de prénom, ils ont des numéros. Parce que si on leur donne un prénom et qu'ils sont adoptés beaucoup plus tard, on changera leur prénom. C'était bien vu, hein, voilà. Alors voilà, c'était 63. Bon, j'ai jamais autant souffert de ma vie que dans cet endroit-là. Alors elle, on croit qu'elle a une tumeur elle n'arrive pas à marcher, elle a 18 mois. En fait, elle a un hospitalisme. Elle va être adoptée, elle va marcher en 4 mois. Elle va tout rattraper. Là, elle va vouloir être dans le lancement de l'opération pouponnière chez Jean-Pierre Elkabbach, enfin que je connaissais très bien à l'époque, enfin je travaillais déjà avec les médias.
et Simone Veil, mais pas quand on l'a filmée. Elle veut être filmée parce qu'elle est sortie deuxième de la promotion des premières auxiliaires de puériculture. Donc vous imaginez ce que ça pouvait être pour elle. Et elle veut qu'on la filme sur ce qu'elle a eu. La meilleure note, la toilette. Alors je vous ai coupé le son. Il hurle du début à la fin. Et ça va aller très vite parce que c'est insupportable. Donc on coupe très vite. Enfin, quand Simone Veil a vu ça, il y avait le son. Et il y avait 63, le numéro. Elle avait quand même un numéro... Bon. Enfin, ça a été vraiment terrible, ça. Mais à 10 ans près, on avait la même histoire, donc c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, je sais pas. Enfin, ça a permis beaucoup de choses. Il hurle, c'est insupportable. Voilà. Là, on les a filmées, c'est le seul moment où elles ont droit d'être assises. C'est quand elles donnent le biberon. Les professionnels, à l'époque, n'avaient pas le droit de s'asseoir. On n'a jamais compris pourquoi. Alors, elles donnent le biberon, mais elles sont en train de parler des impôts, de la déclaration d'impôts. J'ai beaucoup appris là-dessus, d'ailleurs, à ce moment-là, parce que je ne savais pas déclarer mes impôts. Voilà. Donc, elles s'en foutent complètement des enfants. Mais la technique, elles sont sorties premières des écoles d'auxiliaires et elles veulent être filmées. Et là, cette petite fille me regarde et m'appelle au secours. L'horreur pour moi. Je supporte maintenant quand même de passer les films parce que je sais que ça n'existe plus. Le gavage est interdit. Hein. Il est interdit maintenant aussi chez les personnes âgées. Vous allez voir, elle va tout dégueuler. Ah, c'est pour ça que je vous le montre. Sinon, c'est pas supportable. Mais je crois que je l'ai coupé justement avant. Mais enfin, je vous le signale, hein, vous inquiétez pas. Ça y est, elle la regarde. Mais quelle technique! C'est aussi ça qu'il faut que vous compreniez. Qu'est-ce qu'on faisait de ces professionnels? Et hop! Moi, ce que je supporte pas, c'est l'appel au secours de cette petite fille qui a tout de suite pigé que Janine et moi, on allait les libérer. Parce qu'elle jouait déjà avec le ballon, avec tout ça et tout. Et là, c'est la colère telle que le décrit très bien Spitz dans l'hospitalisme, avant que l'enfant renonce et rentre dans l'autisme. Et je vais découvrir l'autisme psychanalytique, là, enfin l'entrée dans l'autisme, induit par des adultes, et puis en même temps, ce que je ne traiterai pas ici, c'est l'autisme de l'oligophrénie phénylpyruvique, parce que je me mets à faire des recherches à l'hôpital sur les maladies héréditaires du métabolisme des acides aminés. Ils sont autistes aussi, mais si on les met au régime, si on soigne leur maladie, avec les parents, tout ça, etc., ils ne sont pas autistes. Je me suis mis tous les psychanalystes sur le dos. Ils ont oublié tout ce que je faisais sur les pouponnières. Et quand je me suis mis à publier l'autisme phénylcétonurique, que l'autisme puisse être d'origine organique et que ce n'était pas la mère, mais alors là, ça a été épouvantable. Bon, c'est pas grave. Maintenant, ils m'aiment bien. Voilà. Bon, ça, vous venez de le voir. Mais je voulais quand même vous signaler que lorsqu'on a créé Bientraitance, 20 ans après
22 ans après la création du mot au ministère, eh bien, c'était en 2004, et c'était plus à cause des morts psychiques et de l'autisme, c'était à cause des 17 000 morts de la canicule, avec des tombes qui sont blanches. Et Bertrand Delanoë m'avait fait venir à la mairie de Paris parce qu'on avait obtenu, avec un psychologue fantastique de Saint-Vincent-de-Paul, que les enfants prématurés qui n'étaient pas nés viables, mais où les parents voulaient qu'ils aient une tombe, ils partaient dans le formol. On ne les donnait pas aux parents. Alors on a fait le mur des enfants. Dans tous les cimetières, il y a un mur avec le nom des enfants qui sont décédés, leur nom, et ils sont maintenant, grâce à Simone Veil, dans le livret de famille. Il n'y a plus le vide, le nom. Vous imaginez la valeur psychanalytique que ça a, mais la valeur tout court. Et donc, je rends hommage à ces 17 000 morts, parce que dedans, à Paris, il y en a eu au moins 1 millier dont on ne sait pas, qui mouraient sur le trottoir, tout ça et tout, dont on n'a pas su ce que c'était, qui ont des tombes sans nom. Alors qu'on s'occupait à ce moment-là des bébés décédés, enfin des bébés qui n'étaient pas nés. Voilà. Vous voyez comment Bientraitance s'insinue tout doucement, comment petit à petit on fait des choses qui ne sont pas dans les journaux, qui ne sont pas à la télévision, mais qui font maintenant le contenu de votre travail, des outils. Vous pouvez vraiment maintenant, complètement de là où vous êtes, vous servir de tout ça. Pourquoi j'ai pu faire tout ça ? Parce qu'il y avait ces 2 personnes qui me poupounaient, que je voyais régulièrement, soit parce que je continuais à être en stage avec Myriam David, soit parce que déjà, avec Geneviève Appel, on commençait à imaginer un travail qui serait l'opération pouponnière, bien avant qu'elle s'appelle comme ça. Donc je vous donne là les repères, mais il y a quelque chose par rapport à la bientraitance des professionnels et à la santé des professionnels qui est remarquable dans ce texte de 59, donc avant 60. Face à une c'est une recherche à la pouponnière de Montrouge qu'elles ont publiée, qu'on trouve dans toutes les bonnes bibliographies. Face à une autoprotection permanente contre les risques d'attachement, le rôle de substitut maternel apparaît presque contre nature. C'est-à-dire qu'on enseignait à l'époque aux professionnels de la petite enfance à être des substituts maternels. C'est fini. Enfin, c'est fini. Ça prend une autre forme. Le rôle de substitut maternel. Mais là, il y a le burn-out, vous comprenez de ça. Et vous allez voir que c'est totalement d'actualité. C'est affreux. C'est affreux parce que quand même, des dizaines d'années. Le rôle de substitut maternel apparaît presque contre nature, et ceci doit inciter à mettre au point des méthodes éducatives permettant à la soignante de développer une aptitude à donner sans se donner. Il y a déjà la protection. Il faut qu'elle se donne parce que l'enfant en a besoin, mais elle peut donner sans se donner. Des méthodes éducatives à l'adresse des soignantes. Janine propose l'éveil du tout petit. Le maternage insolite va arriver. Et là, elles vont partir connaître Rémi Picler. Elles vont revenir et me dire, Daniel, c'est ça qu'il faut faire. Alors, elles font leur propre association, ça va être énorme, ça va être magnifique. Puis moi, de mon côté, je vais le faire dans l'opération pouponnière, avec Janine Lévy, bien sûr. Chacun de sa place, sans aliéner la place de l'autre. Et elles vont avoir cette phrase fantastique, les enfants se stimulent entre eux. Et là, on a tout de suite l'éveil du tout petit, mais c'est l'adulte qui les structure. Car l'éveil du tout petit est toujours fait
par un adulte. On va théoriser tout ça. Ça va être publié. Bon, Geneviève, c'est une photo que j'ai prise il n'y a pas très très longtemps, à 99 ans quand même. Voilà. Et un jour, l'opération pouponnière a duré 20 ans. Et quand Bientraitance est sorti, je l'ai sorti avec Marie-Jeanne Reichen, parce que Geneviève était là à me dire, mais Daniel, c'est pas possible, cette opération pouponnière, c'est pas possible. Simone Veil est partie, là, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Et j'ai dit, mais laissez-moi le temps. On était une trentaine au comité de pilotage. Et j'ai regardé tout le monde comme je vous regarde. Et j'ai dit, je ne peux pas comme ça. Il me faut du temps. Et elle a dit cette phrase magnifique, mais qui peut penser qu'un petit enfant peut attendre? Alors là, vous êtes dans l'urgence. Là, c'est fou. C'est pas possible. Et j'ai dit, ben alors je ne sais pas, il faudrait inventer quelque chose, je ne sais pas moi, Bientraitance, comme ça. Et Marie-Jeanne Reichen se lève et fait, voilà, Bientraitance. J'ai dit alors un trait d'union. Et après, on a imposé le trait d'union. Et on va voir pourquoi. C'était très important que Bientraitance ne devienne pas un slogan. À l'époque, a commencé à naître un peu partout quelque chose d'épouvantable. Ça s'appelle les chartes. Alors, les chartes, vous en avez partout. La charte de ci, la charte de ça, la charte de machin, la charte de... Personne ne les lit. Ça fait beaucoup de bien à ceux qui les écrivent, parce qu'ils travaillent très, très longtemps dessus. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des infirmières, au ministère aussi, Mais une fois que la charte est là, bah, on voit bien, hein, dans le quotidien, dans tout ça et tout ça. Il faut une âme derrière tout ça. Il faut que ce soit quand même nourri. Alors voilà, c'est ça qu'a apporté le trait d'union, c'est l'interrogation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un slogan vide de sens. Il ne faut pas que ça devienne au JT Bientraitance. Hein, voilà. Hein, voilà. Alors, on va s'appuyer sur la pensée. Il faut penser. Il faut réfléchir. Il va y avoir, on va les voir tout à l'heure, des très, très grands penseurs, des très, très grands auteurs qui vont nous rejoindre tout le temps, dans toutes les journées pouponnières, en Guyane, à l'île de la Réunion, au fin fond des Pyrénées, au fin fond, partout où on allait, ils nous rejoignaient tous, ils étaient passionnés par ça. Et il y a eu ces phrases sublimes, en fin de compte, que le trait d'union, c'était le trait d'union entre les âges de la vie, et que quand un enfant quitte la crèche, il va en maternelle, on l'a vu ce matin, il va aller en primaire, il va aller... Mais c'est le même, c'est la même construction de l'identité. Et je vais tomber sur les derniers mots dans un agenda, grâce à sa femme, à la mort donc de Winnicott. Oh my God, oh mon Dieu, faites que je sois le plus vivant possible when I die, quand je mourrai. Et il invente, le sentiment continue d'exister. Et le trait d'union de Bientraitance, c'est le trait d'union entre les âges de la vie. C'est la construction de l'identité. C'est ce qui nous relie tout le temps à une constance. Alors, c'est pas rien, hein? C'est pas rien. C'est pour ça que j'ai souhaité les mettre ensemble. C'est parce que c'est Michel Lemay qui m'a permis, vraiment, Michel Lemay, ça a été un très, très grand psychiatre d'enfants du Canada. J'ai été travailler là-bas avec Anne Rouberg, on verra tout à l'heure, justement, à Sainte-Justine. Et je pense que si j'avais pas eu l'autre côté de l'océan, ou l'Angleterre, pour Geneviève Appel, quand elle a travaillé avec Bowlby, en France,
On est tellement content de nous, parce que c'est pas possible. Alors, je foutais le camp, j'allais dans d'autres endroits, puis je ramenais des trucs. Mais tout le monde le faisait, Geneviève le faisait, tout le monde le faisait, Michel Lemay bien sûr, tout ça et tout. Et en fin de compte, on est revenu avec cette science thérapeutique de l'anodin du quotidien, c'est-à-dire la noblesse de vos professions. Je dois faire mal, voilà, les choses, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passait en même temps? Eh bien, en même temps, qui est-ce qui est arrivé, sachant que je faisais des tests de QI aux enfants atteints de phénylcétonurie? Je vous signale maintenant que l'oligophénie phénylpyruvique et la phénylcétonurie sont éradiquées, parce que tous vos enfants, et là, tous autant que vous êtes les jeunes, vous avez eu un petit test de Guthrie à la naissance au talon. Et on m'a appelée Madame Guthrie très longtemps en salle de garde, et ça a commencé à me faire braire. Parce que je ne suis pas Madame Guthrie, moi j'y connais rien dans tous ces trucs-là. Mais comme je me battais pour l'autisme phénylcétonurique, alors je devenais Madame Guthrie. Ah ben vous savez, Rapoport là, elle fait le test de Guthrie, elle donne le Guthrie, puis c'est fini. Et on se foutait de ma gueule, et je les emmerdais. Voilà. Donc, et je continue, voilà. Mais, qui est arrivé? Frédéric Le Boyer, et il m'a apporté ça, cette revue, qui paraissait à l'époque, et un film extraordinaire, qui à l'époque n'était pas encore monté, enfin des extraits d'un film, et il m'a dit, il paraît, madame... Il était, faut dire, avec Marie-Claire Busnel qui a découvert l'audition fétale et qui nous a quittés, elle, l'année dernière, centenaire aussi, ô combien, mais qui nous a tellement appris sur l'audition fétale. Vous pensez, l'enfant qui reconnaît les sons après, tout ça et tout, enfin bon, enfin, tout ce que vous savez maintenant, bien sûr, de tout ce qui se passe avant la naissance. Mais à l'époque, on ne savait rien. Et donc, il m'a jeté ça à la tête. Et il m'a dit, maintenant, ce que vous faites là pour tous vos trucs là et tous vos chiffres, il faut le faire pour moi. Vous les testez, je vous donne les adresses, je vous donne tout et je fous le camp. Le Boyer, c'était pas facile, Frédéric Le Boyer. Il est décédé l'année dernière et on va fêter le cinquantenaire de la naissance sans violence. Et on va rendre un immense hommage à cet obstétricien qui a dû quitter la France, tellement il a été massacré. On ne peut pas imaginer. Sauf que il a eu tous les mères et les pères et tous les professionnels que vous êtes de son côté. Et il a été défendu par tout le monde et par un de nos plus grands journalistes qui venait des Indes avec sa femme, mais qui vient lui aussi de décéder, Jean-Pierre Elkabbach. Il venait d'Auroville et il m'a dit, c'est qui là ton truc, là ton gourou, machin, fais-le-moi venir, là je fais un 13-14 avec lui. Et j'ai lancé comme ça la naissance sans violence sur le 12-14, un dimanche. À l'époque, on écoutait la radio. Ça a été quand même un moment fabuleux. Alors, évidemment, le Boyer, ça a été quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais j'étais pas toute seule. Qui était aussi dans cette histoire de la naissance? Maurice Titran. Les gens de Lille, de l'Est, tout ça le connaissent encore. C'est lui qui a fondé pratiquement tous les CAMS et toute la prise en charge du bébé porteur de handicap dans le Nord, le Grand Nord. Et il a fait des films extraordinaires. Et il m'a un jour apporté un film d'un enfant qu'il avait suivi, qui avait 16 ans, qui était en 3e ou en 4e, trisomique 21, et mongolien, donc. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans le film? Et il fait,
Alors je dis, écoute Maurice, on ne comprend pas un mot quand même. Il m'a dit, calme-toi, je le dis un peu plus tard. Et le mot, c'est « je témoignerai ». À l'époque, personne n'a vu ça. Mais grâce à ces films-là, ces jeunes gens-là, ils sont maintenant à descendre les escaliers et le tapis rouge du Festival de Cannes. Quelque chose en plus. Deuxième Grand Prix. Alors vous comprenez, des gens comme ça, bientraitance, hein, je crois qu'il faut savoir ce qu'il y a derrière ce trait d'union. Ce n'est pas un slogan. C'est des combats qui se rejoignent et qui fait qu'il faut qu'on garde le moral. Parce que le bébé est une personne de Bernard Martineau. Quand on est allé voir Françoise Dolto, elle a dit « Oh, le bébé est une personne ». Écoutez, j'ai écrit « Le bébé est une personne en devenir ». Alors, la tronche, évidemment, de Bernard Martineau, qui voulait que ce soit « Le bébé est une personne ». C'est un film extraordinaire. Enfin, tous les professionnels l'ont vu, tout le monde, les parents. On l'achetait dans les Monoprix. Il faut savoir ça, alors que maintenant, non. On a régressé sur ce plan-là. C'est absolument incroyable. Et je voulais donc en témoigner. Parce que il faut que vous vous tourniez vers cet avenir et que vous repreniez ces combats avec d'autres mots, avec d'autres noms, mais il faut les irriguer. Ils sont en train de s'assécher. Et c'est ce que me disait Bernard Martineau à un colloque il y a 2 ans. Il m'a dit « Daniel, il faut recommencer ». J'ai dit « Non ». Mais je dis « Irrigue, fais un film qui reprend tout ça, tout cet historique, tout ça et tout que je vous fais là et que je fais maintenant souvent. » Alors, voilà, Le Boyer, ce film se termine là-dessus, sur ses mains, sur ce bébé qui vient de naître. Hein. C'est extraordinaire, hein. Il a 10 minutes, ce bébé, 10 minutes, un quart d'heure. C'est moi qui ai fait la recherche hein, sur le devenir des bébés Le Boyer, donc je peux témoigner. Ben, qu'est-ce qui se passe 40 ans après l'incendie de Notre-Dame? Et quelles mains ont ces jeunes plombiers? Les mains de Le Boyer. En fin de compte, on peut dire que quelque chose est passé d'une génération de plombiers à d'autres qui fait que oui, ils vont protéger toutes les statues de Notre-Dame, de l'incendie de Notre-Dame, le coq, tout ça et tout, avec ces mains-là. Et cette photo n'a pas paru en France, elle m'a été envoyée de bientraitance en Amérique latine. Voilà, pour me dire que donc il y avait encore de l'espoir et que les cahiers du nouveau-né, ben, certains sont maintenant sur Internet. L'Aube des Sens est sur Internet. Donc Bernard Tisse, fondateur de la Maison Verte, qui a tellement écrit sur le père. Alors, la Maison Verte, mais aussi Madame Dolto, Spirale s'en empare. Et là, j'entreprends Françoise Dolto, et je lui dis quand même, c'est pas possible de saouler comme ça les enfants. Elle dit absolument, Daniel, on fait quelque chose, on les saoule en mon nom. Je l'avais jamais vu comme ça. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, une journée, n'importe quoi, faites ce que vous voulez, et puis vous publiez. Je n'ai jamais dit qu'il faut parler aux enfants. Parler, c'est du langage sonore, on les saoule. C'est pas de moi. Et elle se fâchait très rarement. C'était quelqu'un qui se fâchait à froid. Personne d'ailleurs vous voyait qu'elle se fâchait. C'était terrible. Moi, j'ai toujours eu très peur d'elle. Alors, ça fait rire Catouche, qui me dit « Toi, peur de ma mère ?» Je dis oh, Catherine Dolto. On dit Catouche. Et elle aussi. Et en fait, en fin de compte, on a décidé de publier Madame Dolto, donc, et vous retrouverez donc dans Spirale, réédité sans arrêt, qu'elle a dit que parler pour ne rien dire
Alors, qu'est-ce que c'est dire? C'est s'adresser au vrai du ressenti de l'autre. Mais je lui ai dit, mais madame, quand on ne connaît pas le ressenti de l'autre, on le lui dit. C'est magnifique. Magnifique. Alors, il faut parler à l'enfant. On les saoule. Voilà. Alors, à la suite de ça, on a créé une structure de protection de l'enfance maltraitée à l'hôpital Trousseau, parce qu'on en avait assez de voir ces enfants vus par un tel, puis qui partent ailleurs, puis qui vont après ailleurs, tout ça et tout. On a rassemblé ça, et on a fait donc ce livre magnifique, La croissance empêchée, que Boris Cyrulnik m'a à l'époque préfacé. Il va me préfacer le prochain, parce qu'on a besoin quand même de soutien médiatique et autres. Je trouve, parce que Daniel Rapoport, vous pensez, les gens, ils s'en foutent. Et ils ont bien raison, ils me laissent tranquille. Mais Boris Cyrulnik, au moins, ça joue. Voilà, et puis c'est de ma faute. Si j'avais voulu être Boris Cyrulnik, j'aurais pu être Boris Cyrulnik. Au niveau de tous ces gens, encore maintenant, tout ce qu'on peut refuser dans ce cas-là. Alors, ces livres vont sortir, et je dois vous dire, par rapport à tout cette bientraitance comme ça qui est sortie, puis le respect du trait d'union, qu'en fin de compte, on a pu dire beaucoup de choses très pluridisciplinaires que vous voyez là, vous voyez la liste. Et en même temps, j'arrive maintenant à la fin, on voit actuellement combien ça essaime un peu partout et que tout le monde s'en empare. Par exemple, une très grosse collection psychanalytique avec une très grande psychanalyste, Catherine Bergeret-Amselec, m'a demandé de faire partie de journées où justement, par rapport à l'autisme, par rapport à tout ce qui se disait, tout ça, on commence à faire des liens bien traitants, à faire de la pluridisciplinarité, et puis à reprendre quand même des grands penseurs de l'époque, à savoir évidemment Edgar Morin, la pluridisciplinarité. 102 ans ou 103 ans maintenant, il va nous quitter bientôt. Mais il m'a tout le temps envoyé ses élèves pour introduire les journées de l'opération pouponnière. Si l'opération pouponnière a marché comme ça, c'est parce qu'on ne donnait pas des trucs, on ne donnait pas des tuyaux. Bien sûr, il y avait le martinage insolite, bien sûr, il y avait l'éveil du tout petit, bien sûr, mais on pensait. Les gens partaient enrichis, heureux, joyeux, d'aimer des fous rires que vous imaginez pas. Alors, je trouve que c'était bien que je remercie Hervé Morin et tous ses élèves avec Réveillons-nous. Voilà, si vous dormiez comme ça, vous allez vous réveiller et j'espère ne pas vous avoir fait trop dormir. Alors, on va finir maintenant sur Bernard Tiss, qui nous a quittés, lui, il y a 5-6 ans maintenant, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on lui doit la Maison Verte, on lui doit le père, acte de naissance, on lui doit tous les cahiers du nouveau-né. C'est ce qu'il a mis à votre portée sans que vous sachiez que ce soit lui. C'est tellement fantastique. Et alors, il me faisait rire. Parce que quand Sylviane Jean Pinot, c'est maintenant le Haut Conseil de l'enfance et de la famille, vient d'écrire « Refonder l'accueil des jeunes enfants », alors lui, c'est une photo 30 ans avant, et l'aptonomie, et à 2 mains. Et il me dit « T'entends pas, Daniel, dès demain ». Et il m'a dit « Tu lanceras parce que moi, je ne peux pas le faire ». Et ça va être donc le prochain livre sur justement, tout ce qui est autour de l'amnésie de l'infantile, de cette mémoire oubliée,
de l'identification qu'on a, de cette infantilisation qu'on a à notre insu, mais parce que ça nous parle un langage que nous apprenions à l'époque, mais que nous ne parlons plus. Et je crois là que, enfin, ça sera une journée que le syndicat peut-être fera, mais très difficile. C'est très, très difficile de dire pour les professionnels qui s'occupent d'enfants de moins de 3 ans ou de moins de 4 ans, ce que ça peut réveiller en eux, ou parler, ou retentir, comme vous me le dites, enfin dans votre email, une infantilisation, vous parlez, hein, un genre d'immaturité. Voilà, parce que ça réveille en eux quelque chose qui est toujours vivant. Le sentiment continue d'exister, il a commencé là. Alors, je pense toujours à Valérie, et je finirai sur Valérie, qui était une infirmière un jour où l'hôpital, le service était complètement plein, et notre assistant, enfin l'assistant du chef de service était de garde ce samedi-là. Moi, j'allais toujours à l'hôpital le samedi, dimanche parce que j'avais la paix, qu'on me laissait tranquille. Les gens partaient en week-end. Et tout à coup arrive un papa, une maman et un bébé. Il sort fou furieux et il dit « Ah non, c'est complet, j'en veux pas, vous retournez aux urgences ». Alors je vois ma petite Valérie qui passait par là. Elle prend le bébé, elle l'installe sur une table comme ça où elle met vite une paillasse. Et puis je vois qu'elle attend que ça se passe. C'était dans le couloir, hein. Mais madame, on n'a pas de place, on n'a pas de place. En larmes, la maman, dingue. Le père, j'ai cru qu'il allait tuer mon adjoint. Mais pas pour le tuer, par détresse, par tout ça et tout. Et mon adjoint, en fin de compte, il avait l'air d'être un très méchant monsieur, tout ça et tout, mais il n'en pouvait plus. Eh bien, c'est ce qui se passe. C'est ça continue. Il n'y a pas de place. Il n'y a plus de médecins. Je veux dire que c'est pas... Mais vous savez, à un moment donné, ce qu'elle lui dit, alors ça, c'est la transmission que je ne comprends pas, les mécanismes de cette transmission. Et je voudrais terminer là-dessus, parce que moi, je ne sais pas ce que je sais ce que je vous transmets, mais je ne sais pas ce que ça va vous faire. Elle lui dit « Oh là là, mais tu te réveilles, ils en font du bruit. Oh, ça fait rien. Alors, je vais vous l'imiter. T'as de beaux yeux, tu sais. » Jean Gabin, Michel Morgan, 60 ou 70 ans avant, qui a vu ce film, je ne sais même plus quel film c'est, où il dit effectivement à Michel Morgan, « T'as de beaux yeux, tu sais. » Alors je vois après Valérie, et je lui dis, « Mais t'as de beaux yeux, tu sais. Vous l'avez vu le film, tout ça et tout ?» Elle me dit, « Mais de quoi vous me parlez, mademoiselle Rapoport ?» Sur un ton un peu agacé, parce que c'était le lendemain en plus, le bébé était, on avait trouvé tout ce qu'il fallait pour lui, tout ça et tout, vous pensez. Je dis, mais hier, enfin, c'est ce que vous avez dit au bébé. Vous lui avez dit, t'as de beaux yeux, tu sais, ça a calmé tout le monde. Mais elle me dit, mais qu'est-ce que ce film a à voir là-dedans? Je dis, je sais pas, c'est quoi pour vous, t'as de beaux yeux, tu sais? C'est votre machin, bien traitance. Alors voilà, bon, alors allons-y. Et je ne sais pas si je pourrais, mais peut-être le monsieur va m'aider. Comment je peux aller dans la danse des sauvages, des Indes galantes? Est-ce que vous croyez que je vais pouvoir le faire entendre? Comment? Comment je peux y aller? Non? Venez. Parce que j'aimerais finir sur par le vieillard, car cela te sied, mais n'empêche pas la musique. Il y a du son. Ah, c'est tout? Vous croyez que ça va marcher?
Oui. Pas plus fort, on peut pas plus. Ah si, regardez. Ah. Mettez-vous ça en arrivant chez vous. Parce que c'est fantastique. Voilà. Alors, par le vieillard, car cela te sait, mais n'empêche pas la musique, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et c'est magnifique, parce que je trouve qu'à mon âge, faire une citation de quelque chose qui a quand même un petit peu plus que 3000 ans, vous voyez, on reste jeune. Merci. Voilà, je crois qu'on a une demi-heure de... Hein, je suis dans les temps. Tout le monde s'envoie. Oh, je vais te dire un poème. Patience, patience dans le ciel. Patience, patience dans le ciel d'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Paul Valéry, Le cimetière marin. C'est beau, hein? On peut initier l'échange, on va l'initier. Merci beaucoup, très sincèrement, de pouvoir clôturer notre premier colloque en tant que tout jeune syndicat. C'est vraiment un honneur que vous nous faites d'être là. Et on va faire un peu de lien, si vous le voulez bien, avec justement l'organisation professionnelle qu'on a créée et par rapport à tout ce que vous avez pu témoigner de vos actions pendant toute votre carrière. J'ai envie de vous poser la question suivante parce que du coup, vous nous lancez sur le fait que du coup, il ne faut rien lâcher, sur le fait que du coup, le syndicat a toute sa place dans le contexte actuel pour pouvoir continuer à porter la voix des pros. Et vous nous mettez quand même un petit peu la pression, quoi. Et de votre regard, avec le contexte que nous, on vit et qu'on essaye au moins de faire entendre, parce que du coup, de le faire changer, c'est encore une autre histoire, mais au moins de le faire entendre, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement nous aider dans la motivation pour qu'on aille encore plus loin par rapport à tous les combats que vous avez pu mener, pour que le combat qu'on essaye de mener maintenant trouve un début d'issue. Un début. Juste un début. Vous savez, tout ce que je vous ai dit a duré 50 ans, 60 ans, hein? Oui, 60 ans. Et ça a été fait de toutes petites touches. T'as de beaux yeux, tu sais, ça a duré 1 seconde. Enfin, mais j'aurais pu vous donner tellement d'exemples. C'est tout à coup la découverte. J'avais créé les chambres mère-enfant. Et il y a un père qui dit à mon chef de service jamais je vous laisserai mon gosse tout seul. Saudubré se lève, vient me voir. Il me dit, je lui dis qu'il y a des chambres père-enfant. Mon chef de service. J'appelle la surveillante, je lui dis, vous enlevez très vite, je viens avec un papa, vous m'enlevez
ce qu'il y a au-dessus là, de la chambre 9, chambre mère-enfant. Elle dit, mais comment je vous l'enlève? Ben, j'ai dit, mais c'est rien, c'est accroché avec une petite chaîne et un truc, vous me l'enlevez vite. Je vous expliquerai après. Génial. Ma surveillante a grimpé sur une chaise, a enlevé chambre, voilà. Et puis je lui ai dit, mais vous savez, il y a des chambres pour les papas. Mon chef de service qui a failli tomber dans les pommes, je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Ah, bah si je peux être hospitalisée avec lui, je viens. Et c'est devenu les chambres parents-enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Comment je peux transmettre à quelqu'un que bientraitance et le trait d'union de bientraitance, c'est fait de petites choses comme ça. Un coup de fil qui vient de moi, mais une surveillante qui dit pas tu m'emmerdes, ou elle m'emmerde, ou elle fait chier, ou n'importe quoi, ou j'ai pas le temps, qu'il le fait, tout ça et tout. Et voilà. Alors en plus, on a été punis. Qu'est-ce qu'elles m'en ont voulu? C'est que le lendemain matin, donc il était avec son petit, puis il y a une autre surveillante qui vient, tout ça, qui dit, alors celui-là, je veux pas le garder. Ce père, hein, tu me le renvoies tout de suite, là, c'est pas possible. Il était mal rasé, alors il m'a expliqué qu'il s'était senti mal, il n'était pas rasé, tout ça, enfin, etc. Et il y a une très jolie infirmière qui est arrivée, mais c'était ma surveillante de jour. Et puis, il lui dit, mais il n'y a que des nanas ici. Elle l'a très mal pris. En fait, c'est fait de choses comme ça, de tout petits détails où les uns vont être contre, on va rire, on va en reparler, on va en faire une plaisanterie. Moi, je ne prends pas au sérieux tout ça. C'est dans l'anodin du quotidien. Voilà. C'est vraiment l'anodin du quotidien. Merci. Anne-Hélène Malcor, je suis psychologue, je fais partie de l'ANAPSI que vous avez citée. Bah oui, je sais pas si ça marche. Non, mais c'est juste pour enregistrer votre voix, ça. Ah, ça ne marche. Ah, ok, d'accord. Donc, Anne-Hélène Malcor, je suis psychologue, je suis aussi là au nom de l'ANAPSI, l'Association nationale des psychologues pour la petite enfance, que vous avez citée tout à l'heure. Et en fait, là, les petits riens dont vous parlez, ça me fait penser à une directrice de crèche il y a 3 jours qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé l'exposition en ce moment qui a lieu au Palais de Tokyo sur la psychothérapie institutionnelle. Alors on pourrait se dire la crèche et la psychothérapie institutionnelle, c'est quoi le rapport? Et en fait, elle raconte que ça l'a beaucoup inspirée justement sur le travail qu'on peut faire, justement sur tous les petits riens du quotidien, sur comment on peut s'inspirer de Jean Houry qui est quand même arrivé avec des malades mentaux qui mouraient de faim après la guerre dans un château complètement délabré et qui a lancé ce mouvement de psychothérapie institutionnelle. Et voilà, elle me disait que ça lui rappelait que voilà, la France, c'est aussi un pays de résistance, c'est un pays qui a créé plein de choses, c'est un pays qui a su aussi résister à travers plein de petites choses dans le quotidien qui se créaient dans les institutions et une réflexion qui se mettait en route collectivement. Voilà, pour... Du tout. Vous pouvez me le traduire? Non, mais ici, vous avez entendu ce qu'elle a demandé. Oui. Non, j'ai pas. C'était juste que ça me faisait penser à une réflexion d'une directrice de crèche. J'aimerais bien partager là ce que vous venez de dire. Vous avez tout entendu? Oui, cette remarque. Donc je réenregistre alors. Je disais, je suis.
Oui, voilà, cette directrice de crèche, il y a 3 jours, qui me disait je suis allée voir l'exposition au Palais de Tokyo sur la psychothérapie institutionnelle, tout le mouvement qui a été lancé en France il y a 70 ans. Et elle disait que ça l'avait beaucoup inspirée, ça lui avait fait penser à ce qu'elle faisait, elle, en crèche, à son petit niveau. Et voilà, et en fait, c'est ce que vous disiez sur les petits riens du quotidien. C'est un peu ce qu'elle disait aussi, que voilà, malgré les conditions de travail terribles, malgré tout ce qui se dégrade, eh bien parfois on peut quand même créer des choses avec à travers une réflexion collective sur voilà, il y a un travail institutionnel mais qui prend du temps. Et voilà, elle rappelait que Jean Houry avait commencé avec des malades mentaux qui mouraient de faim dans un château délabré, dans des conditions épouvantables. Il avait lancé tout un mouvement. Voilà, donc ça illustre très bien. Voilà. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous en fassiez quelque chose par rapport à c'est que vous en fassiez peut-être quelque chose, qu'elle en parle, qu'elle le diffuse, actuellement, on n'a pas le temps de faire des réunions institutionnelles ou des réunions de parents. Au tout début, quand j'ai commencé, on a institué dans les crèches 3 réunions de parents par an. C'est-à-dire 1 par trimestre. Je ne sais pas si vous imaginez, les parents se connaissaient tous. Et c'était très important après à la maternelle ou à l'épicerie ou tout ça et tout. Enfin, ça crée une petite communauté autour des 3-4 crèches de l'arrondissement. Maintenant, c'est plus possible de faire ça. Alors, je crois qu'il faut arriver quand même à en faire d'un témoignage comme ça. D'abord, elle a raison en plus, mais peut-être le faire savoir, le faire connaître. Continuer le lien, que ce ne soit pas des petits morceaux. Vous voyez, c'est pour ça le trait d'union est très important dans Bientraitance. Parce que ça pourrait être Bientraitance ce qu'elle vous a dit si vous n'en faites rien. Mais s'il y a le trait d'union, si elle a un document, si elle a une affiche, si elle a quelque chose, qu'elle en parle. Elle travaille à la Maison Verte, cette dame, et c'est Patricia Trotoba, et elle est en train de lancer un séminaire sur les lieux d'accueil enfants. Voilà, donc elle va le faire. Merci beaucoup, merci. J'en reprends un. Ah oui. Non, ça va. Oh non, ça va très bien. D'autres ? Je me laisse porter par cette parole magnifique. Merci. Merci. Du coup, profitez-en. Pardon. Merci. Hop là. Bonjour. Parlez bien. Moi, ce que j'entends en fait dans tout ça, et c'est ce que j'aime entendre, c'est que tout ce que vous avez vécu, tout le parcours que vous avez eu, c'est par touche qu'on a eu, bien sûr. J'imagine que c'est beaucoup plus riche que ce qu'on a vu, mais en tout cas, on a eu les touches, en tout cas, de tout ce que vous avez pu vivre sur les 50, 60 dernières années qui sont passées. Moi, ce que je vois derrière, c'est beaucoup le sens de l'observation. Et, voilà, et l'écoute de soi. C'est-à-dire que je sens pas dans votre travail de frein à mais qu'est-ce qu'on va penser de ce que je fais ? Qu'est-ce qui le règlement ou le décret machin ou la législation, bon après il y en avait moins aussi, mais la législation me dit que et finalement vous êtes resté assez libre de votre ressenti, de votre bon sens et de votre finalement de votre compétence naturelle à être dans cette empathie et en tout cas dans cette
recherche de l'humain et de ce dont a besoin l'humain. J'imagine qu'il y a eu des moments où peut-être il y a pas des faux pas, mais des maladresses ou des choses comme ça, je ne sais pas. Dans tout ce qu'on peut faire dans son travail, on peut avoir des temps de maladresse, mais en tout cas, essayer de s'écouter un peu plus, plutôt que... La théorie, c'est bien, voilà, c'est ce que je veux dire. La théorie, c'est très bien. Et comment aussi s'écouter soi pour être dans cette pratique un petit peu plus humaine, naturelle, qu'on a tous en soi, en fait, ou en tout cas qu'on devrait un peu plus laisser parler parfois. Comme je pense que c'est pas intéressant de parler de moi, que vous parliez de moi, je suis très touchée et contente. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est certains mots que vous avez employés, en particulier le mot observer. Je l'ai détesté. Je n'ai jamais été une observatrice et je n'ai jamais pris la moindre note parce que je trouvais que c'était du viol et du vol. Et je n'aurais pas aimé qu'on m'observe. Je ne suis pas un objet d'observation. Donc, je voulais vous dire que non. J'ai beaucoup ressenti tout le temps. J'ai pris beaucoup de temps parce que j'étais allée en Afrique et en Patéba, ce mot magnifique, le temps se venge de ce qui se fait sans nous. Je l'ai repris pour l'opération pouponnière il n'y a pas longtemps. L'opération pouponnière a duré 20 ans. Et elle est réussie, et elle a été réussie parce qu'on a pris le temps et que Geneviève Appel a accepté. Elle a dit qu'il peut penser qu'un petit enfant peut attendre. J'ai dit oui, ça, il faut les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas contradictoire. On est tout le temps et dans l'urgence et dans quelque chose de très, 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 très long. Alors, en fait, par rapport à ce que vous dites, et surtout de l'observation, on ne sait toujours pas ce qu'est le temps. Notre civilisation, nos philosophes, nos Einstein, enfin tous ces gens-là, on ne sait pas ce qu'est le temps. Il y a encore tellement de mystères avant qu'on comprenne l'existence et la mort. Et la mort. Je veux dire, donc, moi, je ne me suis pas du tout sentie observée et observatrice. Mais j'étais plutôt une plaque de ressenti, de respect, de reconnaissance. Vous vous rendez compte, enfin, cette infirmière, enfin, moi, j'ai jamais rien fait toute seule. Je pense que vous avez compris, là... Jamais. Mais il y a quelque chose de très important que j'ai eu par rapport aux autres, c'est que le pouvoir ne m'intéresse pas. Ni sur moi-même, ni sur les autres, ni si pour réussir, ni tout ça. 75% de ma famille est morte en déportation, entre Drancy, Auschwitz, et tout ça, etc. Tout est cendre. Bon, et alors? Tout le monde va mourir. Ben, y en a qui en font des films magnifiques, des livres magnifiques, des combats magnifiques. Qu'est-ce que j'en fais? Ce que je suis. Et de faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'enfants qui souffrent ce que j'aurais souffert si la Gestapo de Toulouse n'avait pas eu trop d'enfants. Alors, sous mes yeux, ils ont emmené mes grands-parents. Mais ni ma sœur ni moi, mes parents avaient déjà fui. Ils avaient été prévenus. Quand on a vu ça à 7 ans, et qu'on a tout compris, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre après de l'horreur du monde et de la merveille de survivre?
et de la plus grande merveille après, non pas de survivre, mais de vivre. Mais on ne fait pas d'enfants. Comme ça, je ne vais pas être parfaite. Ça va être formidable. Oui, mais enfin, elle n'a pas eu d'enfant. Surtout, m'idéalisez pas. Ne faites pas. Comme je disais un jour à quelqu'un d'important, plus névrosé que moi, tu meurs. Mais oui. Je termine un article d'un très beau colloque qui va avoir lieu et qui va être publié dans Spirale à Toulouse, qui est le droit à la culture pour les bébés. Et je termine sur propos de littérature, sur un poème qui n'était pas du tout connu, mais que maintenant j'essaye de faire connaître, de Paul Valéry, où le philosophe Alain, que je déteste, qui était justement quelqu'un d'extrême droite et un dénonciateur absolument épouvantable, mais justement, il a dit quelque chose de formidable. Il a cité un des plus beaux vers de la langue française. C'est une fleur qui parle, et moi je dis que c'est ça que l'enfant nous dit, le tout petit bébé, dès la naissance. Il a droit à la culture à cause de ce vers magnifique. Sentir tout l'univers chanceler sur ma tige. Alors si vous êtes en vacances un jour loin de tout, dites-vous ça. Vous regardez là une herbe et on va se quitter là-dessus. Sentir tout l'univers chanceler sur votre tige. Je vous embrasse. Je ne peux pas, c'est du tout décider. Moi, je veux bien ajouter. Encore une question ? Pas une question, en fait, c'est une prolongation, une ouverture pour dire qu'à chaque fois que j'ai la chance de vous écouter, j'arrive mieux à me comprendre. J'arrive. C'est plus simple. Je vous disais que de plus en plus, je vous écoute et j'ai la chance de mieux me comprendre. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'en fait, quand je vois et que vous partagez votre expérience, il y a des images, moi, que je n'ai pas pu regarder plus de 3 secondes, tellement elles étaient horribles et qu'elles me renvoyaient la violence de la situation, la violence de la relation à l'autre. Et pendant longtemps, en fait, cette violence, je n'ai pas su en faire quelque chose d'autre que de la renvoyer aussi violemment que je la recevais. Ce qui fait que quand j'ai ressenti dans les organisations de travail cette violence, je n'ai pas réussi à la transformer en ce que je comprends de votre expérience, en moment créatif et en moment où, en fait, on ne renvoie pas cette violence à l'autre qu'on reçoit, mais on la prend, on l'accepte. Et pendant tout le temps que je vous écoutais, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'en fait, qu'elle ait accepté de voir cette violence sans à un moment donné craquer, sans renvoyer à l'autre que c'est pas possible, que c'est incompréhensible et qu'il faut pas faire ça. Je crois que vous l'avez dit il y a quelques secondes, qu'en fait, vous aviez déjà connu l'horreur de la relation. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'en fait, c'est de par la violence, nous pouvons en transformer en quelque chose qui n'est pas de la violence. Et j'ai une citation, moi, qui m'a été transmise d'un poète dont j'ai oublié le nom parce que j'arrive pas à retenir les noms, poète français qui est décédé l'année dernière, qui disait que la vie, elle était lumineuse d'être incompréhensible. Oui. Et je trouve que cette... je crois pas, mais peut-être qu'il y a participé. Et je partage, et ça me... je sais plus. Et ça m'aide, ça m'aide à affronter l'inacceptable.
Et c'est vrai, enfin, que la victoire, enfin, vous savez, c'est Napoléon qui disait ça de ses amours. La victoire est dans la fuite. Moi, c'est pas la victoire, c'est la fuite qui m'a sauvée. J'ai une structure en moi qui est que quand il y a trop de violence, je sais que je vais fuir et que je serai sauvée. Que je serai sauvée en me convertissant au catholicisme, en étant baptisée, en portant un faux nom, en arrivant dans une pension religieuse et en gardant mon identité. C'est ça, c'est d'arriver à cette souplesse qui n'est jamais compromission. Un jour au ministère, heureusement que je suis restée encore un peu, un jour au ministère, il y a un jeune énarque, vous savez ce que c'est maintenant, ce genre d'énarque, bon, et tout, on avait à gérer un truc épouvantable qui ne m'intéressait pas. Et puis tout à coup, j'entends ce jeune homme, très brillant par ailleurs et très très bien. Donc je ne dirai pas son nom parce que j'aurais l'impression de dire du mal. Et puis maintenant, il a peut-être 70 ans. Et il dit, oh mais, alors lui, il a 30-40 ans, vous voyez. Mais on va confier ça à Daniel Rapoport. Les compromissions, elle connaît. Mais vous ne pouvez pas imaginer la violence que ça m'a fait. Et tout. Les gens ont un peu continué en disant oui, mais quand même, bon, à discuter. Et je me vois rassembler toutes mes affaires, me lever. Là-dessus, tout le monde s'arrête, tout le monde me regarde. Lui me regarde. Je pars en souriant et je lui dis mission, j'emmène. Et je vous laisse compro. Je n'ai jamais vu quelqu'un me courir après et je n'ai jamais supplié autant un ascenseur de fermer sa porte à temps sans pouvoir appuyer sur le bouton parce que c'est mécanique. Et l'ascenseur s'est refermé sur sa connerie. Aucun mérite. J'avais la fuite qui m'avait sauvée, qui était... On n'a qu'à fuir, on n'a qu'à s'en aller. Mais on ne peut pas toujours. Merci, merci. Merci beaucoup à tous et à toutes. Pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, on a encore rendez-vous. On a annoncé 19h, mais on va essayer de faire ça le plus tôt possible. Avec, comme l'a dit Michel Van der Breuk ce matin, avec Bérangère Le Petit, voilà, j'en perds mes mots, mais, qui viendra... et ça sera du coup aussi sur les réseaux sociaux, venir un peu expliquer comment elle a fait son enquête sur le secteur privé lucratif avec le livre B-Business. Donc du coup, ben voilà, on a une plus grande pause parce que du coup, c'était prévu ouvert à tous et c'était prévu pour un peu plus tard. Mais du coup, n'hésitez pas de prolonger éventuellement dans un temps informel en attendant qu'elle puisse nous rejoindre et qu'on puisse finir avec ça, qui est un peu hors colloque, mais qui fait suite un peu à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et pour ceux qui sont adhérents à notre syndicat, on se donne rendez-vous ici dans la même salle demain pour notre congrès.